Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Alors je n'ai aucune excuse pour le retard de cette vidéo. Il y a déjà de ça des mois que je vous avais promis une vidéo on my shelf seconde édition, donc sur mes étagères. Le principe était assez simple, sur Twitter en début d'année je vous avais demandé de me donner deux chiffres qui correspondaient de l'un à l'étagère et de l'autre au livre sur cette même étagère. Et du coup ça me permettait de vous parler de bouquins dont je ne parlais peut-être pas forcément, ou alors voilà, le destin allait tout simplement choisir des livres au hasard dans ma bibliothèque et moi j'allais vous en parler. Et puis, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. L'autre jour, j'ai farfouillé dans les photos de mon attel et tout d'un coup, je tombe sur ces captures d'écran de chiffres et je suis là. Ah ouais, le on my shelf, juste. Ça m'était complètement sorti de l'esprit, donc je suis vraiment désolée pour le retard de cette vidéo. Comme vous vous en doutez un petit peu, vous avez été nombreux à me donner des chiffres ce jour-là, donc je n'ai pas pu prendre absolument tous les chiffres. Du coup, ne vous en faites pas, je garde les autres pour une prochaine édition, que je referai d'ici la fin de l'année déjà. Comme ça me permet de, je sais pas, de varier un petit peu, d'avoir des vidéos un petit peu différentes. Et surtout de vous présenter des livres différents. Alors habituellement pour le On My Shelf on est debout, on est devant ces étagères et on le fait en mode freestyle et tout, mais je me souviens très bien de mon erreur de novice quand j'ai fait la première édition, à vouloir le faire comme ça, en mode freestyle et tout. J'étais crevée. Tu te baisses, tu te relèves, tu présentes le livre, t'as l'air essoufflé à chaque fois que tu présentes un bouquin. J'ai dit non, je le refais pas comme ça, c'est bon, y a pas moyen. Du coup j'ai noté les chiffres sur un post-it, j'ai ensuite été sélectionner les livres qui appartenaient à chaque numéro, j'ai collé le post-it dessus, et du coup pour que ça corresponde à chaque fois, je mettrai le tweet de la personne avec les chiffres qu'elle m'a proposés. Sans plus attendre, je commence avec le premier numéro, c'était l'étagère 17 et le numéro 6, donc le livre sur lequel je suis tombée est L'Enfant Silence de Cécile Roumiguère et illustré par Benjamin Lacombe. C'est un très bel album sur la maltraitance de l'enfant. J'ai ce livre depuis plusieurs temps déjà, vu que je suis une grande admiratrice des illustrations de Benjamin Lacombe. Je m'étais amusée à acheter quelques-uns de ses albums, dont L'Enfant Silence. Alors je trouve les dessins bien sûr magnifiques, mais pas que, je trouve que le texte est... voilà, poétique et bouleversant à la fois. Il faut être assez accroché au moment où on décide de lire cet album, il est vraiment pas évident. Et alors bien sûr que les illustrations sont magnifiques, comme à chaque fois avec Benjamin Lacombe. Le prochain numéro, donc l'étagère 13 et le numéro 15, aura désigné Ténèbres, prenez-moi la main de Denis Léane. Denis Léane, c'est une grande histoire d'amour. Voilà, j'adore ces thrillers, je trouve que c'est un as du thriller. Si vous n'avez jamais eu l'occasion d'en lire, je ne peux que vous les conseiller. Alors on le reconnaît surtout pour Mystic River ou Shutter Island notamment, mais sa série des deux détectives Kenzie et Gennaro est exceptionnel, j'adore les lire. Mais en tout cas, si vous ne connaissez pas cet auteur, c'est à découvrir, je sais pas ce que vous attendez. Voilà, je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas. L'étagère numéro 8 et le chiffre 18 ont désigné Night School, le premier tome de T.J. Doherty. C'est le genre d'histoire qui reste un petit peu en tête, et j'avoue que c'est le genre d'histoire surtout pour laquelle j'avais un gros, mais alors un énorme préjugé. Quand j'avais vu cette couverture au moment de sa sortie, je m'étais imaginé un truc en mode école avec des trucs paranormaux qui se passent. Je l'avais commencé par hasard, et en fait je me suis fait prendre dans l'histoire, c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. On entre dans quelque chose mais de hyper mystérieux, avec plein de secrets, avec une famille qui a l'air hyper sincère mais qui en fait ne l'est pas vraiment. Une école qui forme les futurs grands dirigeants de ce monde. C'est vraiment une super série, moi qui personnellement m'a beaucoup plu, enfin que j'ai pas terminé d'ailleurs. Le seul petit bémol de cette série c'est le tome 2 pour moi, donc j'ai lu les 3 premiers. Le tome 2 est hyper long. Et on est tout le temps en train de tourner autour quand même de Ali, donc le personnage principal, et de ses deux prétendants, parce qu'elle a 2 prétendants bien sûr, et une fois c'est l'un, une fois c'est l'autre, et ça m'a saoulée parce que j'aime pas les triangles amoureux. Mais à la fin de ce deuxième tome ça se calme, dans le 3 ça se calme carrément, alors j'espère vraiment que dans le 4 ça revient pas. Sur l'étagère numéro 2 avec le numéro 21, on retrouvait Le Petit Cœur Brisé de Mocha, que j'ai dans la collection Medium chez École des Loisirs, que je l'avais adoré, ça avait été un gros coup de cœur, fait complètement par hasard, je ne sais même plus comment j'ai découvert ce livre. Le seul souvenir que j'en garde, c'est que c'était une lecture incroyable. Et là que j'en reparle, j'ai très envie de le relire en fait. Il était tellement mystérieux et en même temps tellement passionnant. On va rencontrer Mélène, une jeune fille qui n'a malheureusement pas beaucoup de chance dans la vie, elle a perdu ses parents, elle vivait chez sa grand-mère et alors manque de bol, la grand-mère meurt aussi. Alors elle hérite de tout, fortune, maison, etc. Et elle va se faire recueillir par 2 anciennes vieilles cousines éloignées, je sais plus trop de où, Heidi et Gretchen, qui sont un petit peu folles, qui ont fait 4 fois le tour du monde grâce à la photographie. Les 2 femmes décident de retirer Mélène de son collège et décident de lui apprendre la vraie vie, tu vois, à manger d'hamburgers, à dessiner des chats, à nager, la vraie vie quoi. Alors en farfouillant dans les affaires de sa grand-mère, Mélène va faire une étrange découverte, une photo avec une petite fille qu'elle ne reconnaît pas, et cette petite fille possède un pendentif en forme de cœur.
Et alors bizarrement, Mélène a exactement le même pendentif en forme de cœur, un petit peu cabossé autour du cou. Alors voilà, alors là c'est l'enquête qui commence, on veut savoir qui est la petite fille, mais c'était juste un régal. Enfin, Mocha pour moi ça a toujours été une auteure, mais au top du top, donc je ne peux que vous conseiller ce bouquin. Je ne sais pas, encore une fois, ce que vous attendez pour commencer à le lire. Sur l'étagère 8, à l'emplacement 13, on découvre Eleanor and Park de Rainbow Rowell. Alors ce livre, même si j'ai souvent l'impression d'en parler énormément, je me suis quand même rendu compte que j'avais fait le coup de cœur en 2014, voilà, mais à la même période. L'histoire d'Eleanor and Park, pour moi, ça a été un coup de cœur. Alors pourquoi un coup de cœur? J'ai toujours la même image en tête, et je crois que je le redis à chaque fois qu'on me demande de présenter Eleanor and Park, je le présente comme ça. Je sais pas si vous connaissez ces bonbons, mais moi personnellement je les adore, j'ai toujours de la peine à les trouver. C'est des bonbons tout durs, et puis au moment où il va commencer à fondre, ça va libérer une sorte de sucre acidulé, et du coup ça pétille, ça explose dans toute ta bouche. Et ben, ce roman, ça m'a fait exactement la même sensation. C'est hyper plat, c'est limite monotone, c'est platonique à un point incroyable pendant des pages et des pages et des pages. Mais en fait, pour moi, Rainbow Rowell a ce don, hein, j'ai déjà eu l'occasion de le voir à travers plusieurs de ses romans, de donner de l'importance et de l'intérêt à quelque chose qui n'en a absolument pas, qui est hyper banal, dont on se fiche royalement, limite. Là, typiquement, la vie de Eleanor et de Park. Et en fait, elle arrive à rendre ça tellement intéressant. Après, c'est soit on aime, soit on n'aime pas, apparemment, de ce que j'ai pu voir. Et ben moi, je suis très contente de faire partie des gens qui ont adoré ce bouquin parce qu'il vaut clairement la peine. C'est beau, et c'est pas parce que John Green, qui a écrit Nos étoiles contraires, dit que Eleanor and Park me rappelle ce qu'est d'être fou amoureux d'une fille et fou amoureux d'un livre. Non, c'est pas pour ça que je vous dis qu'il faut le lire, c'est juste parce qu'il est beau. Sur l'étagère 9, à l'emplacement 20, on découvre le deuxième tome de la série Elana, donc Le Pacte des Marchombres, écrit par Pierre Bottero aux éditions Rajo. Alors je ne sais pas si vous aviez remarqué que les éditions Rajo avaient décidé de refaire les couvertures également de Elana. De mon côté, je crois que je préfère mes anciennes versions. Hein, voilà, je suis pas hyper fan des nouvelles couvertures, d'ailleurs je vais vous mettre la première ici. Je trouve que ça fait très Hunger Games divergente. Voilà, je trouvais ça un petit peu dommage quand on a eu des magnifiques nouvelles couvertures pour La Quête et les mondes des vilaines. De voir des photos pour Elana, j'étais un petit peu... ouais, bof. Je crois que je vais pas trop me répéter à ce niveau-là, j'adore Pierre Bottero, je vous laisse dans la description ma vidéo uniquement fait autour de Pierre Bottero, tellement j'adore cet auteur. Elana fait certainement partie de mes plus grands modèles féminins de la littérature. Pierre Bottero, tu étais un maître, et tu le resteras à jamais. Pour moi. Sur l'étagère 20, à l'emplacement 9, on découvre La tectonique des plaques de Margot Motin. J'adore cette femme, j'adore Margot Motin, je suivais son blog, mais alors, voilà, quasiment religieusement. Et puis elle s'est un petit peu arrêtée, ce que je peux comprendre. Je pense que La tectonique des plaques, vu que c'est le 3e volume de sa bande dessinée, on peut peut-être pas trop le lire comme ça. À mon avis, c'est quand même mieux de découvrir les 2 premiers avant. Comme ça, on voit un peu toute l'évolution par quoi est passée Margot Motin. J'ai spécialement aimé ce 3e tome, parce qu'en fait, on va découvrir donc la Margot Motin qu'on connaît quand on a lu les 2 premiers. Voilà, elle est un peu fofolle, un peu rigolote. C'est une femme moderne qui en même temps est maman moderne et qui du coup doit allier un petit peu job, famille, tout ça et sa vie de femme. Et dans celui-ci, il y a une certaine prise de conscience et certains moments très philosophiques. À l'emplacement 16 de l'étagère numéro 12, on retrouve Harold et Maude de Colin Higgins. J'adore cette couverture. Non mais je suis fan de cette couverture. Ce livre, j'ai voulu le lire pour une raison toute bête et un peu niaise à la base. J'avais écouté l'album de Jérémy Chatelain quand il était sorti de la Star Academy. Donc ça devait être dans les années 2003, par là autour, et il y avait une chanson qui s'appelait Harold et Maude, et donc moi, vers mes 13 ans, je découvre qu'un jeune garçon aime une vieille femme, et quand ma mère entend cette chanson, elle me dit « Ah, mais tu savais que c'était un livre ?» J'étais là « Hein? Ah bon? Faut que je lise ce livre ?» Et alors, sont passées des années avant que je découvre ce bouquin réellement. C'est une magnifique preuve d'amour, comme quoi l'amour n'a pas d'âge, l'amour n'a pas de frontières, et que quand 2 personnes se trouvent et qui sont faits l'un pour l'autre, et bien voilà, ils sont faits l'un pour l'autre. Lui adore mettre en scène des faux suicides et elle traîne dans les cimetières alors qu'elle adore la vie. Il a 19 ans et elle en a 79. Sur l'étagère numéro 7, à l'emplacement 12, on retrouve le 1er tome des désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, Tout commence mal, de Lemony Snicket. Je me souviens avoir découvert cette saga assez jeune, la traduction française date de 2002, donc oui je devais avoir 12 ans, et j'avais pas du tout été choquée. Voilà, je sais que beaucoup de personnes trouvent que c'est négatif, que c'est défaitiste, que c'est triste et tout, mais je sais pas, moi à 12 ans ça me faisait rire en fait. Donc on va rencontrer le trio Baudelaire qui malheureusement devient orphelin, leur maison brûle, leurs parents meurent, et alors ils se voient placés chez leur comte Olaf. Comte Olaf c'est un gros connard en gros, hein, qui veut absolument récupérer la fortune des Baudelaire,
par tous les moyens possibles et imaginables. Et alors un truc qui m'avait vraiment énormément choqué à l'époque où je lisais ces livres, c'était pas tant que ce soit défaitiste et horrible, c'était que à chaque fois que les enfants allaient rapporter les méfaits d'Olaf et de ses complices, à chaque fois on ne les croyait pas. À chaque fois ils se faisaient rabrouer, on disait mais non, c'est pas possible, votre oncle il vous adore, blablabla et tout. Il a juste envie de nous buter pour avoir notre fortune quoi, c'est quand même... Voilà. Et je trouvais ça horrible à chaque fois de voir à quel point les adultes ne croyaient pas les enfants. Une adaptation avait été faite des 3 premiers volumes avec notamment Jim Carrey et Meryl Streep. Malheureusement, il n'a jamais connu de suite, ce qui n'est peut-être pas plus mal vu que Netflix nous aurait annoncé qu'en effet, il reprenait les droits de la série et que le tournage était déjà en cours. Il y a déjà les premières petites images du casting et tout en ligne. Alors je suis comme une gosse à Noël. J'attends 2017 pour La Belle et la Bête. Et pour les orphelins Baudelaire, ça va être énorme. S'ils arrivent à nous faire une série fidèle, aussi loufoque que les bouquins, je sens que je vais adorer, mais je le sens. Voilà, donc s'il vous plaît Netflix, faites quelque chose de bien pour cette série, elle en vaut le coup. On arrive dans les 2 derniers livres. Sur l'étagère numéro 5, à l'emplacement 18, il y a le premier tome de la série Bellfire, Le Calice du Vent de Kate Tiernan, aux éditions Masque. Je crois que la saga comporte 4 tomes, au total j'en ai lu que 2, et je compte m'arrêter aux 2. J'adore pourtant les sorcières, et là, pourtant, ça ne l'a pas fait. On va rencontrer 2 sœurs jumelles, si je me souviens bien, mais qui n'ont pas grandi ensemble. L'une sait qu'elle est sorcière, l'autre pas du tout. Et alors quand cette dernière apprend qu'elle a des pouvoirs et qu'elle va aller vivre avec sa sœur jumelle, c'est un petit peu la cata de tous les côtés. Et alors en plus forcément qu'elles sont liées à une certaine prophétie, un groupe de sorciers qui veut absolument avoir leur pouvoir pour réaliser des trucs, enfin et tout, je me souviens plus exactement de tout. Mais j'ai pas trouvé ça super emballant, j'ai trouvé ça un peu poète-poète. Voilà, poète-poète qui veut dire que c'était pas super bien travaillé, qu'il manquait énormément de choses, et que finalement des fois ça tient à pas grand chose, mais quand on s'attache pas à ces personnages, c'est difficile de rentrer dans l'histoire quoi. J'avais beaucoup de peine avec les 2 jumelles qui sont un peu vides quoi, j'ai trouvé qu'elles étaient pas très intéressantes. Donc ouais, bof bof quoi. Et pour le dernier livre, l'étagère numéro 4 avec l'emplacement 16, on découvre Paranoia de Melissa Belvigne aux éditions Hachette. Alors je ne sais pas si c'est le destin ou quoi, mais ça tombe bien que ce livre soit tiré au sort, vu que le 26 juin, vous pourrez nous retrouver avec le club des Moldus de lecture, donc Nine, Lily et Émilie et moi, en live sur la chaîne de Lily Bookin pour vous parler de notre lecture commune sur Paranoia. Pour vous résumer rapidement l'histoire, on va rencontrer Judy qui est dans un sale état, enceinte et un petit peu fofolle dans un asile. On va mettre une psychiatre sur le coup, la meilleure du moment, Lisa, qui va tenter vainement de découvrir ce qui a bien pu se passer et pourquoi cette jeune fille est dans un tel état. Alors moi ce que j'ai aimé dans ce bouquin ce sont les flashbacks, bien sûr j'adore les flashbacks, quand l'auteur revient toujours un petit peu en arrière pour nous montrer ce qui s'est passé à nous lecteurs. Donc du coup on rencontre Judy bien avant tout ce qui lui est arrivé, et on comprend que la jeune fille a un petit problème d'un ami imaginaire qui a un petit peu de la peine à disparaître, et qui la fait des fois un peu passer pour une folle quand elle parle toute seule. Je vous en dis pas plus concernant mon avis, je vous retrouverai le 26 juin sur la chaîne de Lily. D'ailleurs si le club des Moldus de lecture vous intéresse, je vous le laisse dans la barre de description, venez nous rejoindre si ça vous plaît. Voilà, cette seconde édition du On My Shelf est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, je vous embrasse très fort et je vous dis à une toute prochaine.